Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition, la 41e du webinaire mensuel de la FSP, Polycritique, que nous consacrons aujourd'hui à un sujet particulièrement important, l'Ukraine. Et c'est une occasion particulière qui nous réunit aujourd'hui puisque nous avons le plaisir, la joie même, hein, de présenter la en première édition, si j'ose dire, le lancement d'une initiative dont les architectes Anna Lebedev et Bertrand de Franqueville vont vous parler dans un instant en détail, la création d'un observatoire de l'Ukraine contemporaine qui est donc hébergé par la FSP. Et c'est aussi un grand jour pour la FSP de ce fait. Un sujet d'une grande actualité et puis d'un grand avenir, bien sûr, pour que l'Ukraine ait justement un avenir auquel nous aimerons participer, contribuer. Alors, avant de passer la parole à Anna et à Bertrand, je veux simplement accueillir les participants, les remercier d'être parmi nous. Anastasia, Denis, Yula et Alexandra, que Anna et Bertrand vont pouvoir présenter. Et puis dire à tous ceux qui sont connectés, d'abord, merci d'être si nombreux aujourd'hui. C'est la preuve que nous répondons à une attente, à une demande. Et puis, vous le savez, vous aurez la parole. Vous pouvez, dans la dernière partie, dans le dernier tiers de ce webinaire, intervenir pour poser vos questions en utilisant le chat, la boîte questions-réponses qui est destinée à cet effet. Voilà, je vous souhaite un excellent webinaire et je me réjouis de le visionner pour ce qui me concerne en replay, car je ne peux pas rester avec vous ce soir, à mon grand regret, mais je suis absolument certain que ce sera un grand moment et aussi un moment d'émotion, vu ce que cela implique comme initiative, que cet observatoire qui va maintenant vous être présenté. Merci beaucoup. Je reprends le relais, Christophe. Un grand merci pour cette introduction, pour cette présentation, mais merci surtout en fait d'être le président de cette institution qui accueille cette initiative que nous lançons aujourd'hui par cet événement en ligne, l'Observatoire de l'Ukraine contemporaine. Alors, je me permettrai juste pour vous annoncer un peu la manière dont on organisera les choses. On va prendre quelques minutes avec Bertrand de Franqueville, avec qui nous pilotons l'Observatoire pour présenter l'observatoire. Ensuite, en fait, nous allons, bon, s'il y a eu une ou deux questions de précision sur l'observatoire, n'hésitez pas à nous la mettre en question-réponse et on pourra évidemment y répondre. Mais en réalité, le thème de ce webinaire est un thème suffisamment fort et important, tellement fort et important qu'en fait, il faut y consacrer un maximum de temps. Donc, on va très vite passer en fait au cœur du sujet et ce sera l'occasion pour moi de vous présenter d'abord voilà, nos quatre intervenants. Donc, je réserve un peu les présentations pour plus tard pour avoir le temps de les faire. Et ensuite, nous aurons voilà, une discussion à laquelle vous serez associés sur la dernière partie de la discussion. Et le webinaire que nous avons démarré va jusqu'à 18h30. Voilà, dans sa programmation, j'ai tout dit. Voilà, comme Christophe le disait, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires et des questions dans la session questions-réponses. On va les prendre, voilà, on va les accumuler pendant la durée de de notre prise de parole pour ensuite vous laisser les poser, les transmettre et vous laisser répondre. Voilà. Alors, peut-être rentrons dans le vif du sujet. Je suis Anna Colin-Lebedev, maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université Paris-Nanterre. En fait, voilà, l'occasion de ce webinaire est aussi l'occasion, en fait, de parler d'un projet qui est en train d'être lancé au cœur de l'Association française de sciences politiques. Donc, l'Observatoire de l'Ukraine contemporaine qui est co-organisateur de ce webinaire, est un projet de l'Association française de sciences politiques. Il est né d'un constat. Il est né d'un constat que après, voilà, nous sommes aujourd'hui
au bout de, enfin, au bout de. Nous sommes aujourd'hui après 12 années de guerre sur le territoire ukrainien, 4 années de guerre de haute intensité. Et je dirais tout au long de ces années, nous avons senti, je pense tous, à différents moments, à quel point le besoin de connaître et de comprendre l'Ukraine était important. Ces années ont aussi été des années en fait d'émergence d'études ukrainiennes plus importantes, portées par un nombre de plus en plus important de chercheurs en France, mais aussi au-delà. Également, des années, notamment ces 4 dernières années, où il y a eu une circulation de chercheurs qui a permis, enfin voilà, où les circonstances ont fait que beaucoup de chercheurs ukrainiens se sont retrouvés dans des pays européens, dont la France, mais surtout en fait un contexte qui fait que la connaissance sur l'Ukraine est de plus en plus importante, non seulement aux sciences sociales, mais aussi aux sociétés elles-mêmes, nécessaires à notre débat public, mais nécessaires également à nos acteurs politiques et publics dans les décisions qu'ils ont à prendre, car les décisions qu'ils ont à prendre aujourd'hui sont souvent liées, enfin voilà, il y a beaucoup de décisions à prendre qui sont liées à la société ukrainienne et nécessitent une compréhension tant pour le monde académique que pour les acteurs publics ou médiatiques. Donc l'idée de l'observatoire était de fédérer, de promouvoir et de rendre visibles les recherches universitaires françaises et francophones, on ne se limite pas à la France, sur l'Ukraine, qui sont aujourd'hui extrêmement riches, mais très souvent disséminées en fait entre différents laboratoires et des petits pôles de compétences, des individus qui sont parfois un peu isolés. Dans cette, je dirais, de ces objectifs découlent, enfin, de cette mission découlent 4 objectifs ou un peu 4 piliers de l'Observatoire. En premier lieu, nous allons chercher à valoriser le savoir existant sur l'Ukraine, à la fois par la constitution voilà, d'un recensement de chercheurs travaillant sur le sujet, mais aussi par un dispositif de veille, en fait, sur la recherche qui est produite. En deuxième lieu, nous allons chercher à contribuer au bien commun et à la décision publique en servant d'interface entre les chercheurs et les acteurs publics ou les acteurs porteurs de missions d'intérêt général qui ont besoin d'un savoir sur l'Ukraine dans leurs objectifs opérationnels. Voilà, donc nous proposons d'être cette interface. Notre troisième objectif est de structurer les études ukrainiennes en créant un réseau qui sera voilà, fédéré sous cet observatoire. Nous ne sommes pas un laboratoire de recherche, nous ne nous substituons pas à un laboratoire de recherche, mais nous cherchons à être le lieu en fait où voilà, les choses seront fédérées. Et puis, dernière mission, mission d'informer le débat public. Et vous allez voir, Bertrand les programmes le programme qui va vous être présenté, va expliquer en quoi nous allons chercher enfin, comment nous allons chercher à remplir cette mission d'information. Donc, je passe la parole au directeur des. Donc, moi, voilà, je prends la direction scientifique de l'Observatoire et je passe la parole à Bertrand de Franqueville, qui en prend la direction opérationnelle. Merci beaucoup, Anna, et bonjour à tous et toutes. Alors effectivement, pour aller un peu plus encore dans le concret, qu'est-ce que nous prévoyons, que préparons-nous, et notamment à partir de la rentrée universitaire 2026 et pour les 2 prochaines années, 2026-2028. Alors nous nous engageons dans un cycle de réflexion pour les 2 années à venir, un cycle intitulé Quelles clés pour penser l'après-guerre en Ukraine? Et c'est un travail qui va s'organiser autour de 2 grands axes. Un premier axe qui est l'axe militaire et de sortie de guerre, et un deuxième axe sur les transformations structurelles. Alors le premier axe militaire et de sortie de guerre traite de la mobilisation, du statut des vétérans, de la reconstruction et des enjeux mémoriels, quand le deuxième axe, qui est autour des transformations structurelles, analyse les réformes de l'État, la lutte contre la corruption, l'intégration européenne et les mutations de la justice sociale en Ukraine. Plus concrètement encore, nous prévoyons donc, pour faire vivre cette recherche, de mettre en place plusieurs formats. Il y en a 4 notamment. Donc, un premier qui est celui de proposer, mettre à disposition un répertoire et une veille académique. Donc, un répertoire de réseau de chercheurs et chercheuses identifiables qui sera mis à disposition sur le site de l'Observatoire. Alors, le site de l'Observatoire qui est observatoire-ukraine.fr.
Et nous proposerons également une veille sur les publications académiques qui seront établies. Deuxième format, ce sera un format dit de clé de lecture qui va proposer des briefs mensuels en ligne pour décrypter l'actualité de la presse et à destination, pardon, de la presse et des experts. Le troisième sera une proposition de séminaire thématique qui réunira chercheurs et chercheuses avec des praticiens pour croiser leur regard sur des enjeux précis. Et enfin, un quatrième format qui est un format de soutien à la recherche au concret via particulièrement l'octroi de bourses de recherche et de bourses flash, comme on les appelle, pour encourager les publications et les enquêtes de terrain. Donc voilà, tout ceci est en démarrage. On essaiera de tenir informé au fur et à mesure de nos avancées d'ici la rentrée 2026. Et puis on est très heureux de pouvoir lancer tout ce programme. Donc voilà, à suivre. Pour l'instant, voilà, c'est plus, ça relève plus du teasing que d'une information détaillée pour l'instant. Mais au fur et à mesure, vous allez voir arriver les informations sur l'Observatoire. Donc vous pouvez vous abonner en fait à nos pages sur les réseaux sociaux. Pour l'instant, on est sur LinkedIn, Facebook, Blue Sky. Et là, en fait, l'actualité vous sera, voilà, sera partagée. Nous allons bientôt voilà, nous sommes en train de finaliser notre site internet et également pour ceux des chercheurs et chercheuses travaillant sur l'Ukraine qui seraient connectés ou qui regarderaient cet observatoire en replay, nous sommes dans un travail petit à petit de prise de contact avec les collègues que nous souhaitons en fait ajouter au pool de chercheurs de l'Observatoire. Si vous n'avez pas encore reçu de message, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. C'est juste pour l'instant. Voilà, pour l'instant, l'Observatoire de l'Ukraine contemporaine fonctionne un peu. Voilà, on est dans une phase de structuration, donc les choses peuvent prendre un petit peu de temps. Alors, je ne vois pas de questions dans les questions et réponses. Peut-être qu'il y en aura une à la fin de la discussion voilà, du webinaire. Dans ce cas-là, on la prendra. Et je me permets donc de tourner la page de la présentation un peu institutionnelle pour rentrer sur ce sujet voilà, pour lequel en fait, vous êtes joint au webinaire, la question de la guerre et justice sociale. Hein. Alors, peut-être, voilà, pour poser un peu les jalons des thèmes qui nous intéresseront dans ce webinaire, avant de vous présenter nos intervenants et intervenantes, les questions de guerre et justice sociale sont en fait très étroitement liées, même si elles sont précisément moins abordées dans l'espace public que d'autres thématiques. Alors certes, les questions de justice, égalité, inégalité vont être présentes dans notre évocation des réfugiés de guerre, par exemple, ou de l'impact sur les populations civiles du conflit armé, mais je dirais que comparativement, les questions militaires et stratégiques prennent beaucoup plus d'importance en fait dans l'espace public que cette question-ci. Or, en réalité, elle ouvre des pistes, des réflexions extrêmement importantes. Alors, pourquoi est-ce que les questions de guerre et de justice sociale sont étroitement liées? Je ne vais pas faire un exposé, mais vous donner juste quelques idées comme cela et aussi solliciter à un moment donné les vôtres. D'une part, parce que l'État en guerre va faire valoir des obligations des citoyens à son égard, hein, notamment l'obligation militaire, qui va donc jusqu'au sacrifice potentiel de sa vie pour ceux qui sont appelés à défendre cet État sur le front, mais il y a d'autres manières par lesquelles l'État sollicite très fortement ses citoyens en contexte de guerre, notamment dans le domaine économique. La guerre, en fait, va susciter également des pratiques qui sont des pratiques à la fois d'engagement, mais aussi de sortie, de mise à l'abri, voire de fuite, en fait, des citoyens. Et je dirais, la question de la répartition du sacrifice, juste ou injuste, la question de la justice dans la répartition du sacrifice, et de la vulnérabilité de certaines catégories plus que d'autres face à la guerre est au cœur du rapport des citoyens à l'État dans ce contexte du conflit armé. Je pense que l'Ukraine en est un cas d'étude extrêmement important.
Ces questions de guerre et de justice sociale sont également liées parce que la guerre vient travailler une structure existante de la société avec des logiques de hiérarchie sociale, des logiques d'inégalité, des logiques de domination. Donc la guerre va jouer sur ces dynamiques et ces caractéristiques préexistantes. La guerre puise inégalement dans les ressources de la société. Elle n'affecte pas toutes les catégories sociales de la même manière. Elle ne puise pas dans les ressources humaines de manière complètement égalitaire, ni dans les ressources économiques, par exemple, de la société. Donc, ça suscite également énormément d'interrogations sur justement la transformation la, la transformation des inégalités sociales dans la guerre, sachant que la guerre va aussi offrir des opportunités à un certain nombre de groupes sociaux. Enfin, dernier élément, il y en a plein d'autres, mais voilà, j'en reste là parce que il faut qu'on rentre je pense, dans une évocation plus concrète du cas ukrainien. Le cas ukrainien permet de révisiter les liens entre État en guerre et État social, les liens entre warfare et welfare, qui ont été déjà voilà, explorés par des chercheurs à partir d'autres cas, et notamment à partir du cas européen autour des deux guerres mondiales. Et notamment, ce serait extrêmement utile de faire dialoguer les travaux qui lient le développement de l'État-providence et de l'État social en Europe à la guerre et à la sortie de guerre, avec une dynamique où l'État se sent, voilà, a besoin d'offrir une contrepartie à ses citoyens en échange du sacrifice qui est consenti et où en fait des dynamiques voilà, d'imposition de logique sociale vont se mettre en place consécutives à la guerre. Donc nous n'allons pas, voilà, on ne va pas répondre à toutes les questions, mais je pense que nous avons aujourd'hui un panel d'intervenants qui, via des facettes très différentes, pourra vraiment enrichir notre compréhension des dynamiques dans lesquelles guerre et justice sociale sont entrelacées en Ukraine. Je laisse la parole à Bertrand pour présenter nos intervenants. Oui, alors pour aujourd'hui, aujourd'hui nous accueillons quatre intervenants et intervenantes. Un grand merci à eux et elles d'être présents ce soir. Alors tout d'abord, nous avons Anastasia Fomichova, qui est docteure en sciences politiques, autrice d'une thèse portant sur les acteurs non étatiques de la défense de l'Ukraine, dans la défense de l'Ukraine, qu'elle a soutenue à l'Université d'Ottawa. Et elle est également donc chercheuse et cofondatrice du think tank EULEAP, qui est basé à Kiev. Et elle a également publié récemment le livre Volia aux éditions Grasset. Ensuite, nous aurons une intervention. Donc, nous accueillons également donc Denis Gorbach, qui est chercheur postdoctoral à l'université de Lund, et il est l'auteur d'une thèse consacrée à la classe ouvrière ukrainienne dans les décennies post-soviétiques. Un livre tiré de sa thèse a récemment été publié en anglais, donc en 2024, aux éditions Berghane. Ensuite, nous avons Alexandra Goujon, qui est maîtresse de conférences, habilitée à diriger des recherches à l'Université de Bourgogne. Elle travaille actuellement sur les questions mémorielles dans l'Ukraine en guerre, et nous attendons donc avec impatience son livre à venir à ce sujet. Elle est l'autrice du très utile Ukraine de l'indépendance à la guerre aux éditions du Cavalier Bleu. Enfin, nous avons Yulia Choukan, qui est directrice d'études à l'EHESS et qui étudie la question du soin en guerre et vient récemment de publier Citoyenne soignante, guerre, femmes et conduite du commun en Ukraine aux éditions de la MSH. Elle travaille actuellement sur la question de l'amputation et la prise en charge des amputés. Et donc, pour commencer un petit peu ce premier tour de table, je laisse l'animation à Anna. Oui, on va procéder en fait, non pas en présentation consécutive, mais un peu en échange qui permettra voilà, de manière dynamique d'aborder un certain nombre de questions. Alors, en premier lieu, bah, je souhaiterais peut-être donner la parole à Denise. Donc, Denise, toi, tu as travaillé sur la question du rapport de classe et notamment sur la classe ouvrière en Ukraine à partir d'enquêtes ethnographiques et d'enquêtes de terrain. Donc, je pense que voilà, tu as une compréhension très fine de ce milieu social qui finalement a été
beaucoup moins couvert, hein, et qui a beaucoup moins intéressé en fait les analystes, les journalistes qui ont couvert l'Ukraine en guerre. C'est voilà, les Ukrainiens dans le monde du travail et notamment la classe ouvrière ukrainienne. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner un aperçu dans un premier temps pour dresser un tableau des rapports de classe, inégalités de classe en Ukraine, tels que tu les as étudiés dans le cours consacré à la classe ouvrière, et nous dire en quelques mots comment ce monde du travail et ces inégalités ont été saisis par la guerre ou affectés par par la guerre. Oui, oui. Alors en fait, mon travail en Ukraine s'est déroulé surtout au sein de ce qu'on appelle en France les classes populaires. Je ne sais pas même si c'est politiquement correct de parler de la classe ouvrière en français. De toute façon, oui, chaque fois que j'expliquais à quelqu'un mon travail, mon sujet de recherche en France, et il y avait toujours la même question, mais est-ce que ça existe toujours la classe ouvrière? Euh, Parce que en France, oui, on a cet imaginaire que tout ça c'est du passé, voilà, tout ça c'est fini dans les années 80 et il y a plus d'ouvriers. Alors c'est vrai que en Ukraine, comme en France, il y a des processus qu'on peut appeler de la désindustrialisation, même si les raisons, les facteurs sont différents. Mais la chose qu'on peut dire, c'est que mes interlocuteurs et interlocutrices à Kiev, au début, les ouvriers du transport et d'électricité, d'énergie, et ensuite à Kryvyi les mineurs, et eux et elles n'ont aucune honte ni réservation de s'appeler la classe ouvrière. Donc c'est déjà quelque chose qui peut interpeller d'une certaine manière parce que voilà, là-bas, il s'agit plutôt de constatation de la réalité vécue qui n'est pas romantisée ni forcément engagée idéologiquement. Donc, il y a plutôt la vision un peu statique, un peu positiviste, que là, nous sommes des ouvriers. Ensuite, il y a d'autres classes, ce qui est la réalité objective. Mais bon, la question de mes recherches, c'était comment cette réalité est vécue et comment l'agentivité se forme par rapport par rapport aux inégalités de classe qui sont évidemment très bien, bah, et très, très, très présents dans le discours quotidien. Et voilà, c'est un autre sujet, comment bah, les conclusions que je formule, et qu'il y a une façon contradictoire, une politisation qui se veut anti-politique, etc. Mais objectivement, si on parle moins de l'économie morale et plus d'économie politique, oui, on peut constater que il y a évidemment beaucoup d'enjeux qui sont perçus de manière très aiguë, relatifs au rapport de classe, notamment entre la classe ouvrière qui est restée plus ou moins inchangée subjectivement par rapport à l'époque soviétique et la nouvelle classe oligarchique. Et ensuite, la guerre, qu'est-ce qu'elle fait à tout cela? En 2022, on a tous et toutes, je pense, eu il y a eu beaucoup de confusion et beaucoup d'espoir, peut-être mal fondé, quant au changement progressiste de la société. Donc, quant à l'effacement justement des inégalités, quant à l'apparition d'un projet national nouveau, etc. Là, aujourd'hui, je pense que c'est plutôt mitigé. Et ce qu'on voit, c'est au niveau macro, il y a clairement, dès les premières semaines, premiers mois de l'invasion, euh, le rebond de politique néolibérale, de mesures carrément à la Naomi Klein. Euh,
Et ce qui m'intéresse moi davantage, c'est le niveau micro, le niveau de politique de la ville, etc. Et dans ces configurations-là, ce qu'on voit, c'est un tas de mesures prises par les autorités locales qui se veulent progressistes, en effet. Mais si on creuse plus profondément, il s'agit dans la plupart des cas de renforcement plutôt de mécanismes informels de domination et de renforcement d'hierarchies déjà existantes. Donc, je pense aux autorités, par exemple, la ville que j'ai étudiée, Créveris, qui se réaffirme en tant que autorité légitime en redistribuant de l'aide en son nom, donc surtout en son titre, etc. Donc voilà, je prends plus de temps, donc c'est juste pour donner un peu d'idées. Merci beaucoup, Denis. Je pense que voilà, il y a déjà de quoi poser beaucoup de questions, notamment voilà sur ces infos. Je pense que ce sera utile que dans la session questions-réponses, tu reviennes sur ces questions de mécanismes informels de domination qui sont peut-être moins évidentes aussi voilà, pour des gens qui ne connaissent pas forcément le terrain ukrainien. Alors, je pense que ce que tu viens de dire fait vraiment lien avec la question que je souhaitais poser à Anastasia, parce que tu as évoqué ces espoirs, en fait, sur cette dernière décennie, les espoirs d'une plus grande justice sociale, d'une transformation liée au changement de pouvoir politique. Je pense que voilà, Anastasia, toi, tu as beaucoup travaillé et tu travailles actuellement sur les réformes de l'État et sur un certain nombre de réformes qui ont vocation, d'une part, à restaurer une certaine justice sociale et d'autre part, notamment pour la lutte contre la corruption ou la lutte contre l'oligarchie que Denis vient d'évoquer. Et également, tu t'es intéressé à la question des transformations demandées et nécessitées par l'intégration européenne. Tu t'es aussi intéressé à la question de la capture de l'État. Et je pense que voilà, une partie de ces critiques qui portaient sur l'État ukrainien portaient sur cette question de capture et des réformes sont pensées comme des réformes de décapture d'État d'éradication de la corruption. Alors, c'est vrai que c'est des sujets qui sont médiatisés et très mis en avant, mais en même temps, les réalités sont souvent méconnues. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur voilà, les acteurs en jeu, leur définition, leur diagnostic du problème, les politiques mises en place et peut-être voilà, les politiques non mises en place également? Oui, alors bonjour, merci beaucoup déjà pour votre invitation et pour l'organisation de ce webinaire. Alors, je vais répondre à votre question plutôt sous un angle institutionnel parce qu'il me semble important déjà de rappeler la définition des termes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on qualifie de corruption qui s'est retrouvé être un terme un petit peu valise qui recouvre différentes réalités, qu'est-ce que la capture, la décapture de l'État et comment est-ce que en fait les politiques mises en place depuis 2014 sont venues travailler sur ces dynamiques-là, autant donc des acteurs étatiques que des acteurs de la société civile. Donc la première chose que je voudrais dire par rapport à la corruption en tant que telle, c'est que en Ukraine il y a deux types de corruption. Il y a ce qu'on va appeler la corruption quotidienne, donc qui a été notamment conceptualisée par des auteurs sur d'autres terrains comme Olivier de Sardan, la corruption que moi j'appelle systémique, qui est plutôt liée à la capture de l'État et en fait à la collusion des acteurs économiques et politiques, dont a résulté en fait une corruption systémique au sein des institutions, où depuis le milieu des années 90, on avait donc des acteurs économiques, notamment des oligarques, qui étaient très implantés à l'échelle locale, qui ensuite ont utilisé la scène politique nationale pour protéger leurs intérêts et enrichir leur capital économique. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que donc en 2014, donc là, le Maïdan et les revendications de justice sociale qu'il y avait dans le Maïdan s'adressaient notamment aussi contre la corruption du clan oligarchique au pouvoir, à savoir le clan de Viktor Yanukovych. Et Yanukovych avait mis en place un système de captation au sein même donc des institutions d'État, dont a résulté en fait des détournements de l'ordre de 10 milliards de dollars par an. En tout cas, c'est ce qui avait été annoncé par
par le procureur à l'époque. Et en fait, en 2014, le budget d'État était totalement exsangue. Et dans le cadre donc de la première invasion de l'Ukraine de 2014 et de cette situation catastrophique, mais également de la signature de l'accord d'association avec l'Union européenne, donc on a effectivement des programmes financiers de soutien financier qui ont été mis en place. Donc les bailleurs économiques étant le FMI, la Banque mondiale, la BIRD, l'Union européenne, donc avec un agenda, avec des agendas assez différents, j'y reviendrai plus tard. Mais en l'occurrence, une des conditions sur lesquelles tous ces bailleurs se sont réunis a notamment été justement la mise en place d'un écosystème de lutte contre la corruption, mais de nature systémique, qui complétait en fait des politiques de lutte contre la corruption plus quotidienne, donc à savoir tout ce qui avait trait à l'informalité des transactions qu'on pouvait retrouver notamment dans le service public, tout ce qui était hôpitaux, écoles, etc., qui depuis a été très largement combattu par des mesures pénales. Donc, on a cette architecture de la lutte anticorruption qui se met en place par des institutions gouvernementales, donc entre 2014 et 2019. Donc, le NABU, le Bureau national de lutte contre la corruption, le SAP, le Bureau du procureur général du parquet de lutte anticorruption, la Haute Cour de lutte contre la corruption qui intervient, enfin, dont la création intervient plus tardivement puisque c'est en 2018. L'ARMA, l'Agence de gestion des biens confisqués dans les affaires de corruption, et le NAPC, qui est en fait l'Agence de prévention pour la lutte contre la corruption, qui se charge notamment de vérifier les déclarations qui sont faites par les fonctionnaires sur leur patrimoine. Donc, euh, cette architecture-là, elle s'est retrouvée bloquée entre 2014 et 2019 pour plusieurs raisons. Déjà parce que donc le système judiciaire en lui-même n'était pas, on va dire, n'était pas réformé. Donc on a eu donc un blocage au niveau judiciaire, le fait que le procureur général était également un acteur politisé puisqu'il était lui-même nommé par le président, et enfin et surtout sous l'ère Poroshenko, une véritable instrumentalisation aussi des outils de la lutte contre la corruption, ce qui a empêché, on va dire, leur pleine expansion et leur mise en œuvre. Euh, Aussi, donc dans ce contexte de cette économie de captation avec des acteurs économiques qui utilisaient donc la scène politique et les institutions pour protéger leurs intérêts, la Cour constitutionnelle était également utilisée, puisque en 2020, la Cour constitutionnelle avait jugé anticonstitutionnel les déclarations, enfin le mécanisme de déclaration par les fonctionnaires, et donc était revenu en arrière par rapport au progrès qui avait été fait. Euh, En 2022, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que déjà, grâce aux conditionnalités qui sont demandées, en fait, la situation change totalement, puisque aussi le rôle des bailleurs internationaux, notamment l'Union européenne, devient prééminent pour assurer la survie du pays, notamment au niveau économique. Et donc là, les conditionnalités prennent une nouvelle place. Les demandes de lutte contre la corruption deviennent beaucoup plus structurantes, où en fait les tranches d'aide sont aussi conditionnées à des résultats en matière de lutte contre la corruption. Et donc ce qu'on peut voir, c'est que par exemple le blocage de la nomination du nouveau procureur général qui avait duré pendant 18 mois est donc surmonté, puisque donc en 2022, on a un nouveau procureur général de lutte contre la corruption qui est nommé, et dès 2022, on a 300 affaires qui sont poursuivies. Et les affaires sont aujourd'hui donc passées devant la Haute Cour anticorruption. Donc, ça pour dire qu'en fait aujourd'hui, dans le contexte de la guerre, on a deux dynamiques qui sont extrêmement prééminentes, à savoir d'une part donc ces conditionnalités sur lesquelles je pourrais revenir plus tard, et notamment on va dire les effets négatifs aussi, mais aussi une véritable attente et une pression de la société civile, où finalement les mécanismes liés à la guerre, sachant en plus qu'il y a une véritable nécessité de renforcer le budget dans la guerre pour financer l'effort de guerre, ont permis d'accélérer en fait la lutte contre la corruption. Merci beaucoup, un grand merci pour cette présentation synthétique qui remet effectivement les choses un peu en place et en perspective, et notamment au niveau de l'institutionnel. Et on voit arriver là des acteurs, je pense, dont il sera extrêmement important de parler, qui sont
les partenaires étrangers, hein, et l'impact de l'international en fait sur la mise en place d'un certain nombre de politiques en Ukraine est quelque chose sur lequel on doit porter notre attention. Alors, je ne sais pas, Julia, si en fait voilà, les enquêtes que tu conduis, quelle est la place en fait des acteurs, des acteurs étrangers et internationaux aussi voilà, dans la prise en charge notamment des blessés de guerre. Donc, juste pour replacer les choses, donc tu travailles sur la manière dont mais au niveau plutôt ethnographique, je pense, pour une série de tes travaux, sur la manière dont le système de santé aussi et la prise en charge la prise en charge hospitalière a été percutée par la guerre. Tu as travaillé sur la manière dont des citoyens se sont impliqués et ont cherché à pallier en fait les insuffisances de l'État en prenant des places que le système de soins n'arrivait pas à occuper. Je sais que aujourd'hui tu travailles beaucoup plus sur la prise en charge des blessés de guerre, combattants et non combattants, et notamment sur la question des amputés. Et je pense que c'est un exemple très parlant puisqu'on y retrouve la question de l'accès aux soins. Est-il, voilà, l'égalité ou inégalité d'accès aux soins, la question de la présence de structures publiques et privées, et peut-être, voilà, la manière dont l'État ou des acteurs internationaux s'y retrouvent. Est-ce que tu peux nous donner aussi un aperçu de la manière dont la question se pose en fait sur tes terrains? Merci pour cette invitation. Je vais essayer d'être brève aussi, de vous apporter un certain nombre d'éléments sur un sujet qui est en soi assez compliqué. Enfin, lorsqu'on rentre effectivement dans ce thème d'appareillage prothétique qui nécessite un minimum de connaissances médicales, mais ce n'est pas de ça que je vais vous parler aujourd'hui, précisément plutôt me concentrer sur les modèles de soins. Puisque l'Ukraine, en tant que société en guerre, est confrontée à ce défi de la prise en charge d'un grand nombre de blessés, y compris donc des personnes avec amputation de guerre, donc amputation de membres inférieurs ou supérieurs. Et c'est aussi ce défi de construction d'un système de soins qui serait à la hauteur, à la fois d'un côté du sacrifice combattant, et en temps de guerre, l'accent est mis sur le combattant, mais c'est aussi à la hauteur de l'attente des familles des combattants et des attentes de la société en termes de prise en charge. Et ce qu'on voit dans ce domaine de soins, c'est qu'il y a une tension entre ce que je qualifie de trois modèles de soins. À la fois, on a les héritages du modèle soviétique, lui-même basé sur les principes d'une couverture universelle gratuite, sur un financement public d'un grand nombre de prestations, sur une offre généreuse de soins, et il y a une attente de cette offre de soins, mais aussi sur l'institutionnalisation donc des formes de handicap. On a ensuite, et l'Ukraine est travaillée en fait depuis le milieu des années 2010, par les logiques de marchandisation du soin, donc dans le cadre d'un certain nombre de réformes, et notamment réforme de la santé, mais plutôt la santé, dimension civile de la santé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est bien évidemment un retrait de l'État social, privatisation des services, soumission des acteurs aussi, associatifs, ou encore des acteurs tels que la famille, donc à des injonctions d'efficacité et même de rendement. Et il y a le troisième modèle, c'est ce modèle citoyen et donc la participation citoyenne dans la prise en charge des soins lequel j'ai travaillé avant. Et si je reviens à l'appareillage prothétique, on voit précisément ces héritages qui se combinent de diverses façons. L'appareillage prothétique se fait dans le cadre d'un programme public de prise en charge. Ça veut dire que c'est l'État qui finance donc le travail d'appareillage prothétique, de réadaptation physique et psychologique des corps, des combattants et des civils, mais aussi prend en charge ensuite voilà un certain nombre d'outils d'assistance à la mobilité des personnes. Et dans le même temps, dans le cadre de programmes étatiques, qui est extrêmement important, qui est un héritage des années précédentes, donc d'avant l'invasion, puisque ce programme a été mis en place en 2016 et continue à fonctionner aujourd'hui. Ce programme étatique donc est opéré sous la direction donc d'une institution étatique, le Fonds de protection sociale des personnes en situation de handicap, mais il est mis en application par un grand nombre d'acteurs privés. Puisque sur ce marché de l'appareillage prothétique, donc l'Ukraine a aussi fait le choix de désétatisation, alors qu'auparavant il y a eu beaucoup d'entreprises publiques impliquées dans cet appareillage, il n'en reste que 2 aujourd'hui. Et sur les 80, à peu près 80 entreprises qui pourvoient des services d'appareillage, ce sont plutôt
des entreprises privées, auxquelles il faut ajouter aussi de nouveaux acteurs qui ont pénétré le marché, donc depuis 2022, des fondations de bienfaisance privées, donc la charité privée, avec des noms plus ou moins connus, puisqu'il s'agit, voilà, un petit nombre, mais des moyens très conséquents qui sont investis dans l'appareillage prothétique. Du point de vue des justices ou des injustices que ça génère, j'ai ce chiffre officiel de 95% des patients qui passent par le système de prise en charge étatique, en sachant que le programme de prise en charge, le plafonnement, les plafonds de remboursement aux sociétés donc, qui sont en charge ensuite de ce travail d'appareillage prothétique ont été revus. L'Ukraine est passée, si on regarde depuis 2016, jusqu'à aujourd'hui, à une prise en charge très conséquente et d'un niveau extrêmement important. Elle est passée de 2 000 euros par prothèse, ce qui n'est rien, même dans le contexte de 2016, à aujourd'hui 80 000 euros pour une prothèse de membre inférieur et 90 000 euros pour une prothèse de membre supérieur. C'est beaucoup et cette prise en charge n'est pas toujours assurée, en fait, toujours questionnée dans nos systèmes de soins occidentaux. Et donc, 5% seulement de patients s'obligent ou veulent tout simplement aller vers la charité privée et donc bénéficier d'un certain nombre de soins dans ce contexte-là. Je vois d'autres tensions et c'est là où je vais les évoquer peut-être pour les développer ensuite si on a le temps dans les questions-réponses. La première tension, ce sont ces disparités régionales que je vois, mais qui sont nécessairement corrélées aussi à ces questions de distribution des ressources entre les régions, mais notamment à la fois dans le cadre de la réforme, de la décentralisation donc, et des disparités de ressources entre les communautés locales et ce qu'elles peuvent mettre à disposition des établissements de soins, mais aussi des disparitions de ressources qui résultent précisément de l'action de l'international, puisque on constate une concentration des ressources dans des centres qui en ont déjà beaucoup et qui relèvent de la charité privée. La ville de Lviv est devenue effectivement un lieu de soins, une ville de soins, où il y a un grand nombre d'acteurs et il y a deux grandes fondations privées précisément qui concentrent les moyens. Euh, avec l'assistance internationale qui contribue aussi, à mon sens, à cette concentration. Ce qui fait que quand on pense à l'appareillage prothétique en Ukraine, on évoque tout de suite un certain nombre de centres privés. On ne pense jamais aux deux entreprises publiques qui pourtant font un travail de qualité et qui apparaît d'ailleurs un nombre beaucoup plus important de patients que les centres relevant de la charité privée. La deuxième tension, c'est cette offre excédentaire, en fait. C'est un marché aujourd'hui qui est totalement saturé, mais qui attire de nouveaux acteurs, précisément parce que les niveaux de remboursement sont extrêmement élevés. Et donc, du point de vue de la logique d'une entreprise travaillant sur le marché de l'appareillage prothétique, c'est extrêmement lucratif d'investir ce marché. Or, la tension, c'est le manque de professionnels, tout simplement, qui font le travail d'appareillage. Donc, on a une démultiplication de l'offre, mais un manque de professionnels qui seraient capables d'appareiller et donc de fournir un travail de qualité. Ce qui fait que quand un centre avec beaucoup de moyens arrive dans une nouvelle ville, il va racheter en fait les professionnels à des centres publics et donc attirer de nouveau vers soi les ressources. Il y a aussi je vais m'arrêter peut-être, enfin, je vais évoquer encore deux tensions que je vois et qui sont très importantes. La conception, en fait, du patient. Parce que dans ce modèle néolibéral, en fait, du soin, le patient, qui est le combattant, qu'il s'agisse du combattant ou du civil, il est pensé comme un client, en fait, sur le marché. Il est censé être informé. Il est censé pouvoir choisir et faire des décisions très, très rationnelles. Il est censé choisir un centre de soins et donc choisir une solution aussi adéquate d'appareillage prothétique. Or, ce qu'on voit, c'est que pendant cette première année d'imputation, post-imputation, quand on se reconstruit soi-même, les personnes rencontrent beaucoup de faiblesses, beaucoup de fragilité. Et donc, dans le cadre d'un marché peu encadré, peu régulé, ça peut donner lieu, bien évidemment, à diverses formes de manipulation. Et je veux finir sur le dernier point, du point de vue des injustices que la guerre génère. Bien évidemment, l'accent est mis sur les combattants. Et c'est extrêmement important pour un pays dont l'armée est très, très importante, jusqu'à 1 million donc de personnes mobilisées. Mais il y a un différentiel, du coup, dans la prise en charge entre les combattants et les civils, puisque les civils ont le droit à 3 fois moins en termes de remboursement précisément du travail prothétique par rapport aux militaires. C'est pas quelque chose de nouveau en Ukraine. On l'a vu dans d'autres conflits armés précisément. C'est ce soin aux combattants qui est
vecteur d'entraînement des politiques sociales. Mais donc c'est une inégalité qui persiste, sur laquelle il y a toute une réflexion qui est menée aussi de comment voilà, la niveler et pourvoir en fait des soins de qualité aux uns et aux autres. Merci. Merci beaucoup, Julia, de nous avoir dressé ce tableau où, en fait, effectivement, on voit la tension entre la logique de désengagement de l'État que nous avons observé en Ukraine dans plusieurs domaines avant la guerre et l'effet que cela produit en contexte de conflit armé où l'intervention de l'État est extrêmement importante. Merci d'avoir donné une vision très nuancée et complète d'une étude de cas qui nous montre en fait la conjonction aussi de l'économique ici, de l'économique, du médical et du politique. Hein, et de la, voilà, de la conception libérale du client à la conception du citoyen ou du citoyen vulnérable, de celui qui est digne ou pas digne d'avoir un soutien important en fait dans son besoin de prothèses et d'appareillage. J'enchaîne peut-être, Alexandra, avec toi, précisément sur cette question voilà, des imaginaires différenciés de celui qui a la priorité dans la société, qui est aujourd'hui à une place de citoyen extrêmement digne. Je pense que c'est des choses que tu rencontres dans ton travail qui porte sur les politiques mémorielles et notamment sur la question de la construction de la mémoire de la guerre au cours même en fait du conflit armé et non pas a posteriori, ce qui fait vraiment la grande originalité de ton travail. Alors, c'est vrai que quand on pense mémoire collective et quand on pense mémoire de la guerre, on pense plutôt unité nationale. Or, on voit déjà, voilà, on a vu se déployer dans de ce que nous avons évoqué aujourd'hui, la question d'un certain nombre de tensions, la question d'un certain nombre de critiques qui peuvent être adressées à cette unité, cette idée d'une unité de façade qui cacherait des disparités. Est-ce qu'aujourd'hui, en Ukraine, les questions mémorielles font débat. La manière de commémorer, de ce qu'on commémore et de la manière dont on commémore fait-elle débat? Est-ce que finalement, et qui sont les acteurs en fait qui interviennent aujourd'hui dans ce travail de mémoire en pleine construction et avec quelles revendications? Bonjour à toutes et à tous. Merci de me donner la parole et merci aussi pour cette initiative. Alors, ce que je voulais dire déjà dans un premier temps, effectivement, c'est que la mémorialisation donc en temps de guerre, selon moi, elle vient conforter le processus de construction nationale hein, qui s'est accéléré en deux temps, j'allais dire après 2014 puis après 2022. Et il existe hein, ce que j'appelle une effervescence mémorielle en Ukraine qui est liée d'une part à la guerre, mais qui est liée aussi, et ça va être moins mon propos aujourd'hui, mais je le mentionne quand même, qui est liée aussi au rapport au passé, hein, qui est totalement revisité à l'aune du présent de la guerre. Alors, il y a plusieurs débats, mais effectivement, aujourd'hui en Ukraine, on parle d'un nouveau langage mémoriel. Et cette question d'un nouveau langage mémoriel j'allais dire, discutée par des experts aujourd'hui sur les questions mémorielles qui utilisent justement cette terminologie. Hein. Alors, ce langage mémoriel est présenté comme nouveau, euh, non seulement parce que l'Ukraine, donc, depuis 2015, s'est engagée donc, à la fois dans un processus de décommunisation, puis à partir de 2023 dans un processus de dérussification, et qui sont liés donc à ces deux étapes de la guerre menée par la Russie à son égard. Alors le langage mémorial, il doit ainsi, selon un certain nombre d'acteurs, se distancer de celui des guerres précédentes, qui est jugé comme inadapté en raison du fait qu'il est lié au passé soviétique et communiste, et qu'il est par ailleurs empreint d'un certain russocentrisme. Et donc, le langage mémoriel, il se veut plutôt arc-bouté donc à la fois à la démocratie et il se veut davantage, ça je pourrais discuter plus tard, davantage inclusif, à la fois dans son processus d'élaboration, avec les acteurs, et j'y reviendrai, qui l'impliquent, mais aussi dans les formats qui sont proposés.
Alors, il y a des formes d'inégalité. Là, je vais rebondir sur ce que disait Yulia sur les blessés, puisque on retrouve aussi dans les questions mémorielles cette inégalité entre victimes militaires et victimes civiles. C'est-à-dire que les mémoriaux à l'égard des soldats morts au combat sont beaucoup plus nombreux que ceux qui rendent hommage donc aux victimes civiles. Et ce n'est pas une spécificité de l'Ukraine, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on observe dans, j'allais dire, dans de nombreuses guerres, et notamment en temps de guerre. Alors pourtant, il y a quelques exceptions hein, sur le territoire ukrainien. Je parlerai notamment de Boutcha, qui est une ville donc en banlieue de Kiev, occupée par l'armée russe jusqu'à fin mars 2022, et où des charniers ont été découverts au moment de la désoccupation, et un mémorial a été érigé en 2023. Un mémorial temporaire et sur lequel je pourrais revenir sur cette question de la temporalité plus tard. On a aussi une mémorialisation immédiate qui se fait aux abords des immeubles touchés par les bombardements et où des victimes ont été tuées. Les proches, souvent les voisins, viennent y déposer des bougies, des photos, des objets. Et ces mémoriaux temporaires peuvent exister un certain temps, hein, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Alors, tu me posais la question des acteurs. Ce travail de mémoire, en fait, il s'appuie sur une co-construction, en fait, qui va concerner au premier chef les autorités municipales et les familles de victimes, et notamment de victimes militaires. Pourquoi? Parce que les municipalités, ce sont elles qui sont en charge de l'aménagement des monuments et des carrés militaires dans les cimetières aux abords des villes. Et donc cette co-construction, elle va prendre des formes variées selon les municipalités, avec des réunions plus ou moins fréquentes, des relations plus ou moins conflictuelles entre élus et familles, mais aussi il peut y avoir des conflits au sein ou entre les familles des mères et des femmes de soldats, par exemple. Les citoyens ordinaires peuvent également être à l'origine d'une mémorialisation par le bas. Ça, on l'observe notamment à Kiev avec le mur du souvenir, donc sur l'enceinte du monastère Saint-Michel sur les hauteurs de la ville, ou encore le chant des drapeaux sur une pelouse de la place de l'Indépendance, donc plus connue sous le nom de Maïdan, et où ce sont des citoyens, j'allais dire, qui sont à l'initiative, mais aussi qui gèrent en fait cet espace. Alors le travail de mémoire, il implique aussi des experts qui se sont développés dans un nombre assez important depuis 2022 auprès des universités, mais aussi à travers des initiatives individuelles ou collectives, et qui sont consultés à la fois par les administrations et par les citoyens, notamment parfois pour donner un regard ou pour faire pencher en fait la balance sur un format que les familles souhaiteraient. Donc, elles font appel à des experts pour les soutenir. Et puis, on pourrait citer aussi l'Institut de la mémoire nationale, hein, créé en 2006, et qui, lui, alors, rassemble aussi de plus en plus des experts et se permet d'élaborer aussi des recommandations sur les modalités de la construction mémorielle. Merci beaucoup, Alexandra. Merci. Et effectivement, voilà, je pense qu'on aura, voilà, on a des questions à te poser pour poursuivre après après ce panorama que tu as dressé. Je laisse la parole à Bertrand peut-être pour la suite. Oui, merci donc à vous quatre pour ces éclairages là sur cette deuxième partie. On va peut-être approfondir un peu vos propos et peut-être se lancer un petit peu dans une réflexion de type un peu prospective. Et donc voilà, je vais relancer un petit peu par rapport à ce que vous venez de nous présenter. Alors donc je vais commencer donc avec toi, Denis. Donc tu nous as parlé notamment justement de ces questions de mécanismes informels de domination. Est-ce que, alors peut-être plus rapidement un petit peu pour chacun et chacune, pour après pouvoir laisser aussi la place aux questions de l'audience. Mais donc voilà, donc Denis, par rapport donc à ces questions-là, quelles évolutions des inégalités sociales tu pourrais peut-être anticiper dans cette guerre qui se prolonge? Et quels sont, selon toi, donc les facteurs de continuité et de changement, et que peut-on anticiper pour la réintégration des combattants dans la société, notamment au vu tes constats?
Euh, bon, com- comme j'ai dit, ben, tout le monde vient de le reconfirmer. En effet, la guerre, en gros, ne fait qu'empirer les inégalités, faire des choses même même moins chouettes qu'elles ne l'étaient avant. Mais pour préciser ça, euh, il y a d'un côté, au début, surtout au début de la guerre, il y a eu un peu une fenêtre une possibilité assez courte d'ascension sociale très rapide à force de ce qu'on appelle en Ukraine automobilisation. Donc c'est un peu contradictoire, mais mais en français, en fait, il existe, bon, on dit la même chose. Et je me suis fait mobiliser. Donc l'agentivité est un peu distribuée de manière ambiguë. Et bah, aujourd'hui, quand on s'automobilise, dans la plupart des cas, il s'agit de mobilisation plus ou moins forcée. Mais au début, il y a eu cette vague de volontariat qui permettait à un ouvrier, disons, d'un centre de monter dans la hiérarchie symbolique et puis hiérarchie carrément sociale. Maintenant, c'est un peu, bah, c'est plus la situation et ce qu'on voit aujourd'hui quand on regarde la structure sociale de l'armée, c'est un peu la situation classique où cette hiérarchie redouble celle de la vie civile. Donc les officiers, c'est surtout la classe moyenne, et tandis que les soldats, ce sont les ouvriers. Et souvent, on assiste à la situation où des employés, des salariés de la même entreprise se retrouvent dans la même unité, parce que souvent les unités militaires sont formées sur le principe territorial. Et donc, au sein d'une même unité, on va voir les officiers qui sont des ingénieurs dans la vie civile ou des cadres, et leurs soldats dans leur unité, ce sont leurs subordonnés, leurs ouvriers dans la vie civile. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, paradoxalement, il y a un rôle positif, potentiel, dans l'aménagement, l'atténuement de ces inégalités, des tendances négatives, le rôle de l'Union européenne. Donc déjà, on en a déjà parlé un peu tout à l'heure. Euh, Parce on parle souvent de l'Empire européen, nanana, on parle de l'Union européenne surtout dans le contexte des politiques néolibérales, mais quand il s'agit de l'Ukraine, c'est un peu contre-intuitif, mais Bruxelles joue le rôle de social justice warrior quand elle insiste sur, par exemple, certaines normes du droit de travail qui ne sont pas nécessaires pour le gouvernement ukrainien qui est donc un plus radical, plus néolibéral plus catholique que le pape, quoi. Donc il y a cela. Autre question, c'est l'oligarchie, parce que au début, il faut le dire, le gouvernement de Zelensky a été assez bien sincère dans le désir d'en finir avec la classe sociale de l'oligarchie. Maintenant, maintenant il y a la grosse question si cette classe n'est pas en train de se reproduire, de se reconstituer simplement avec autre figure, mais la structure se reproduit ou pas. Voilà. Donc peut-être question à Anastasia plutôt que moi. Troisième et finalement, troisième question, c'est les personnes déplacées, ce qu'on appelle en Ukraine les personnes déplacées intérieurement, pour distinguer des réfugiés qui fuient fuient le pays. Ça, c'est l'enjeu social qui va au pair avec l'intégration éventuelle des militaires, parce que là, il s'agit également de millions de personnes. Bon, l'armée, c'est 1 million à peu près.
Et les déplacés, c'est plusieurs millions qui ont quitté leur domicile. Beaucoup n'ont aucun espoir d'y revenir. Donc leur domicile est occupé, parfois détruit. Et c'est dans ce contexte que je parlais de schèmes de bienveillance, de schèmes de charité effectués au nom d'autorités locales en redistribuant, par exemple, je sais pas, des colis alimentaires, etc., se présentent comme des notables qui, qui récupèrent de cette façon leur image politique. Mais dans les faits, ces schèmes coûtent pas cher à ces autorités-là. Donc, et c'est comme ça que que la domination se réjustifie à la lumière des nouvelles circonstances de la guerre. Merci beaucoup, Denis. Et puis, tu nous as donné l'occasion de faire une parfaite transition vers Anastasia Fomichova. Justement, pour approfondir un petit peu et aller éventuellement dans le sens de ce dont parlait Denis sur le rôle de l'Union européenne. Alors, Yulia parlait aussi donc, de ces questions de néolibéralisation, justement. Euh, donc, l'Ukraine qui se positionne politiquement donc, dans la perspective d'intégration européenne, c'est avec ça qu'elle adopte des réformes. Et il est parfois justement critiqué la nature libérale. Donc là, Denis justement vient de nous dire que justement il y avait ce rôle un petit peu de social justice warrior de l'Union européenne. Euh, dans tout ça, toi, de ton point de vue justement, est-ce que tu vois des risques sociaux par rapport à ces réformes et est-ce que l'intégration européenne justement risque d'être perçue comme une contrainte extérieure par la population ukrainienne? Alors, merci. En l'occurrence, c'est une question qui est quand même assez large que je vais séquencer, puisque pour y répondre, je pense qu'il faut avoir une vision à court, moyen et à long terme, et également sur cette question des effets, des conditionnalités aujourd'hui des bailleurs et donc des institutions financières internationales sur l'Ukraine. Il y a donc à la fois des effets vertueux et aussi des effets négatifs sur lesquels je vais revenir. Donc, la première chose que je souhaiterais dire avant de commencer, c'est que en fait, donc l'écosystème de la lutte contre la corruption que j'exposais tout à l'heure reste un système qui est extrêmement fragile, comme on a pu le voir notamment lors des manifestations de juillet 2025, lorsque il y a eu une tentative assez maladroite de remettre ces institutions sous tutelle, donc du procureur général qui est lui-même un acteur extrêmement politisé puisqu'il est nommé par le président. Et aujourd'hui, en fait, ce qui permet de maintenir d'une certaine manière aussi l'autonomie de ces institutions, c'est par la pression de ces institutions internationales qui sont extrêmement regardantes quant au maintien de l'indépendance de ces structures. Ceci combiné à la pression de la société civile, mais qui peut justement s'appuyer sur la pression de ces acteurs extérieurs dont la survie financière de l'Ukraine dépend aussi en partie aujourd'hui. Euh, dans le contexte de l'invasion de 2022, en fait, l'Ukraine est quand même parvenue à maintenir sa stabilité budgétaire, j'entends au niveau macroéconomique, c'est-à-dire ses institutions financières, notamment par un système d'émission d'obligations aussi bien à l'échelle nationale que locale et à notamment geler par exemple les taux de change pour éviter, enfin pour maintenir l'inflation, comment dire, contenir l'inflation et surtout renforcer, on va dire, maintenir le budget à flot afin de financer à la fois la défense du pays, mais également les services publics essentiels. Donc, de ce point de vue-là, on peut voir que les programmes qui ont été mis en œuvre depuis 2022 ont réussi, puisque en fait, aussi en interne, ne serait-ce que la coopération entre la Banque nationale d'Ukraine et le ministère des Finances et, on va dire, la manière dont ils ont élaboré cette politique budgétaire en partenariat avec les partenaires internationaux, et ce qui a permis quand même de maintenir le pays à flot, qui ne s'est donc pas effondré économiquement. Maintenant, cette stratégie marche sur le court terme, sur le moyen terme. Il présente aussi des risques. Si par exemple l'aide internationale venait à faillir, il y aurait un risque au niveau de l'endettement. Et bon, je ne vais pas rentrer dans les détails économiques, n'étant moi-même pas économiste, mais en l'occurrence, ça, on peut voir
déjà un effet, je dirais, vertueux aux programmes qui ont été mis en place depuis 2022, puisqu'ils ont permis en fait au pays quand même de tenir économiquement, et également sur le système donc, de collusion et politico-économique que je décrivais tout à l'heure, qui est donc à l'origine de la structure du système oligarchique qui existe depuis le milieu des années 90. Euh, Ceci, en fait, depuis déjà de manière antérieure à la guerre, mais en fait, la guerre a permis de mettre en place et de renforcer des politiques de lutte contre l'oligarchie, notamment des oligarques qui avaient structuré le système en fonction de leurs intérêts. On a pu voir de manière extrêmement visible et médiatisée, par exemple, l'arrestation de Kolomoïski, et donc aussi des oligarques qui ont quitté le pays, parce qu'en fait, il faut quand même prendre en considération qu'une partie de leur capital économique a été détruite par la situation de guerre en tant que telle. Donc, de ce point de vue-là, l'invasion de 2022, combinée aussi à toutes ces dimensions plutôt structurelles et institutionnelles, a permis de, en tout cas, limiter aujourd'hui l'influence de ces gros acteurs économiques qui étaient complètement structurantes sur la scène politique nationale. Maintenant sur donc les effets négatifs de ces politiques. Donc, elles sont très bien identifiées sur d'autres terrains, notamment à cause de leur caractère standardisé du séquençage des réformes, enfin, des coûts sociaux de ces transformations, de qu'est-ce que ça pose en termes de risque aussi de détournement par les élites et par les élites locales et de renforcement des inégalités. Euh, à vrai dire, n'ayant euh, pas, comment dire, étudié encore complètement la question sous cet angle-là, ce que je peux dire, c'est qu'il y a une véritable vigilance, en tout cas, des acteurs qui travaillent aujourd'hui sur les réformes en Ukraine, en interne, parce que un des paramètres essentiels que l'on retrouve dans ces questions, justement, d'intégration à l'Union européenne et d'intégration des réformes pour éviter des mécanismes de recapture de l'État, c'est la société civile. Et donc, en fait, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que, certes, on a pu voir des véritables effets négatifs dans d'autres contextes, notamment en Amérique latine, où je pense Sierra Leone, Liberia, qui a été étudié par Collier et William Redo. Mais donc là, en fait, aujourd'hui, en Ukraine, ces conditionnalités, et notamment d'alignement, par exemple, sur les standards de gouvernance de l'OCDE, etc., sont repris par des acteurs en interne pour justement limiter, en fait casser les schémas de captation qui préexistaient déjà à la guerre en 2022. Et donc en fait cette vigilance des acteurs qui luttent contre ces dynamiques est pour moi en fait un élément à prendre en compte dans ces dynamiques. Puisque par connaissance déjà très précise de ces schémas de captation, j'entends par exemple euh, donc les entreprises publiques qui étaient un haut lieu de captation et de détournement de fonds pour les acteurs économiques. Aujourd'hui, il y a une réforme qui a été poussée, demandée par l'Union européenne pour, pour justement en fait, en enlever le caractère opaque des transactions. Mais c'est également des mécanismes qu'on retrouve dans la réforme qui a été demandée pour l'agence de gestion des biens confisqués dans les affaires de corruption, ou encore dans toutes les dynamiques qui visent à renforcer l'autonomie locale, l'autonomie financière des collectivités territoriales et donc des acteurs locaux. À ce titre-là, donc je ne peux pas me prononcer encore pour répondre précisément à ta question, mais ce que je peux dire, c'est que donc en termes d'acceptation de ces réformes, il faut dire que les derniers sondages qui ont été réalisés, notamment par le Kyiv International Institute of Sociology, montraient qu'il y avait 70% des Ukrainiens qui se déclaraient, en tout cas des sondés, en faveur d'une entrée dans l'Union. Mais surtout, je dirais que depuis 2014, tous les mécanismes dont la population a conscience, qui ont eu volonté à renforcer la transparence des transactions, donc les plateformes qui permettent de suivre justement les dynamiques en termes de budget, sont vues et perçues comme étant appuyées par l'extérieur et notamment par le processus d'intégration à l'Union européenne. Et ça, c'est quelque chose qui reste quand même assez valorisé et donc soutenu. Merci beaucoup,
Anastasia. Ça me permet donc de passer rapidement à Yulia. Alors désolé, je passe un petit peu d'une personne à l'autre, mais c'est pour aussi te donner l'occasion à chacun et chacune de s'exprimer brièvement, puis ensuite de pouvoir laisser place un petit peu aux questions de l'audience. Alors donc Yulia, justement, d'un point de vue des tensions, tu nous as parlé de ces quatre éléments de tension, justement. Si on pouvait revenir éventuellement justement sur les risques que tu pourrais envisager à l'avenir par rapport à ces tensions. Et puis éventuellement également sur donc, comment évalues-tu le risque potentiel si l'État ukrainien n'arrive pas à proposer une prise en charge satisfaisante aux blessés de guerre. Donc voilà, il y avait ces deux éléments sur un petit peu envisager les années à venir. Bah, les risques de tension que j'ai évoqués, c'est précisément ces accroissements d'inégalités sociales et de sentiments d'injustice, en particulier le sentiment d'injustice chez les combattants qui voilà, enfin, se sont mobilisés pour beaucoup de leur propre gré, en tout cas dans les premières années de la guerre, qui ont sacrifié beaucoup aussi. Et quand je travaille, enfin, travaillant sur les mutilations de guerre, je vois à quel point l'atteinte corporelle est extrêmement grave et importante en tant que phénomène, en fait, de par son ampleur. Et donc, donner le sentiment d'injustice à ces personnes, c'est aussi bien évidemment affecter la société dans son ensemble, parce qu'on a beaucoup parlé de 1 million de combattants, mais plus ou moins chacun a des proches. Ça veut dire que c'est des femmes, des enfants, c'est des parents, c'est d'autres membres de la famille. Ça veut dire qu'à partir du moment où il y a un défaut de prise en charge, c'est d'abord la surcharge donc sur la famille, et on sait qu'à quel point aussi ça va générer d'autres inégalités, notamment genrées, le soin étant souvent assuré par les femmes, quelle que soit la société, mais notamment en contexte de guerre, ces inégalités genrées en termes de soins sont confortées. Mais c'est aussi tout le poids sur la société du point de vue de la gestion ensuite des violences domestiques, par exemple. euh, ou encore d'autres formes de violence qui peuvent exister. Donc, à mon sens, cette prise en charge est essentielle du point de vue, voilà, de la reconstruction, tout simplement, de ce lien et des liens, en fait, à l'intérieur de la société. Et du point de vue de différentiel entre civil et militaire. Comme je l'ai dit, en fait, c'est un phénomène qu'on observe dans d'autres sociétés. Quand on revient un peu à la Première Guerre mondiale ou encore à la Seconde Guerre mondiale. Mais ce qu'on a vu, c'est qu'avec le temps, enfin, et en Ukraine, c'est un débat. C'est pas une question totalement ignorée dans justice sociale. C'est en discussion et donc j'espère aussi que voilà, enfin, ce redéploiement des moyens en direction des combattants profitera également à terme aux civils. Et le dernier point, c'est peut-être les antimodèles en fait pour l'Ukraine. J'évoquais le modèle soviétique, le modèle libéral. J'ai développé un peu plus sur le modèle citoyen, mais mon livre porte là-dessus précisément sur ces formes d'engagement citoyen. Mais je pense qu'il y a cet anti-modèle, enfin en tout cas une volonté d'éviter deux situations. De basculer dans le négatif du modèle soviétique, avec cette image de vétérans en URSS, souvent laissés à l'abandon, dans la marginalité, à la rue. Et quand je parle à l'amputation, enfin de l'amputation de guerre, c'est cette image de Samavar, de personnes avec quadruple amputation, dont personne ne prend en charge. Et cet imaginaire, en fait, il structure aussi toutes les préoccupations portées à la fois par l'État et par la société. Et je pense qu'il y a un autre enjeu aussi, qui est peut-être moins articulé, mais c'est aussi un enjeu de différenciation à la fois avec l'héritage soviétique, mais du coup avec la Russie, en tout cas l'imaginaire ukrainien, en tout cas, des politiques sociales telles qu'elles se font ou ne se font pas en Russie. Encore une fois, j'insiste, c'est un imaginaire, c'est une représentation, mais en tout cas, c'est ces deux-là qui structurent l'action tant dans la société civile que de l'État dans voilà, la reconfiguration des soins telle qu'on la voit s'effectuer dans le contexte de guerre. Merci beaucoup, Yulia. Je vais passer donc maintenant à Alexandra Goujon. Justement, sur les questions dont tu parlais, tu avais soulevé les inégalités entre les combattants et les civils. Puis, il y a quand même dans la construction mémorielle donc, cette idée de co-construction que tu as soulevée, avec aussi donc, différentes dynamiques, notamment de la mémorialisation par le bas, avec différents acteurs en jeu. Et alors, donc, je me demandais, on peut se demander si tu vois émerger des tensions justement dans la construction mémorielle, donc avec des désaccords sur le contenu, le format, les différents acteurs de la mémorialisation qui pourraient s'accroître dans les années à venir. Et penses-tu que la mémoire de la guerre, plus particulièrement dans le champ politique,
pourrait faire partie d'enjeux de lutte et de clivage politique entre différentes forces. Et enfin, peut-être, est-ce que le travail mémoriel, donc tu l'as un petit peu soulevé déjà, mais est-ce que le travail mémoriel peut créer des catégories exclues ou marginalisées de la mémoire collective, notamment la question des réfugiés, des hommes non combattants, des disparus ou même des populations des anciennes républiques séparatistes? Donc voilà, c'est un ensemble de questions. Oui, merci beaucoup pour ces questions. Alors peut-être sur le premier point, d'abord de savoir que en fait les mémoriaux aujourd'hui, pas tous, mais un certain nombre sont considérés comme temporaires. Je pense notamment qu'aujourd'hui, donc dans tous les centres-villes, qu'elles soient petites ou moyennes, il y a des allées du souvenir qui sont composées de portraits plus ou moins larges, hein, de soldats morts, et tout le monde s'entend à dire que ce sont des mémoriaux temporaires. Donc la question, alors ils sont temporaires, mais ils s'installent aujourd'hui dans l'espace public, et la question c'est de savoir en fait qu'est-ce qui va se passer en fait dans l'après-guerre et quels glissements en fait seront opérés entre ce langage mémoriel considéré comme temporaire et le langage, on va dire, le langage permanent. Alors si on est toujours dans l'après-guerre et le clivage, il y a aussi alors cet aspect de la vie politique et sociale au niveau national. Je suis pas certaine en fait que le travail de mémoire sera nécessairement un sujet clivant. Par contre, en tous les cas, il fera partie, comme aujourd'hui, je pense, d'une action publique qui sera majeure. Et peut-être que dans l'après-guerre, l'État central prendra une part un peu plus importante. Et peut-être qu'il y aura une volonté hein, d'uniformisation de la part de l'État central et que ça va entraîner en tous les cas peut-être des tensions avec justement le niveau local. Donc ça, ce sera sans doute à observer. Alors sur la question des tensions actuelles et qui peuvent se poursuivre, on a des tensions notamment sur le format. Typiquement, la question de la couleur des tombes aujourd'hui est une question beaucoup discutée en Ukraine. Une tension entre le granit noir qui est réputé solide mais qui est jugé trop soviétique, trop sombre, et une pierre claire qui est considérée comme plus fragile aux intempéries, plus lumineuse et faisant référence au cimetière de la période cosaque. Typiquement, on a le champ de Mars à Lviv où sont inhumés les soldats et qui fait l'objet de débats spécifiquement à ce sujet. Et l'autre aspect, peut-être pour terminer et ne pas prendre trop de temps, c'est la question de l'égalité entre combattants. Il est entendu aujourd'hui que dans les carrés militaires, cette égalité doit prévaloir et donc il ne doit pas y avoir nécessairement de tombe spécifique. Alors, les carrés, ça dépend du moment où les carrés militaires ont été érigés. Parce que dans certains endroits, en fait, j'allais dire, les carrés militaires uniformisés sont arrivés après et vous avez des carrés militaires très hétérogènes. Et donc ça aussi, ça fait l'objet d'un débat. Et si je reviens sur le champ de drapeau dont je parlais tout à l'heure, l'idée au départ, c'était de planter des petits drapeaux jaunes et bleus de même taille pour chaque combattant. Et en fait, sur ce champ de drapeaux, maintenant, on a une multitude de drapeaux avec des drapeaux parfois très grands, avec des très grands portraits. Et on voit des familles et des citoyens se plaindre, en fait, au nom du non-respect de l'égalité entre frères d'armes. Donc, cette question de l'égalité entre combattants est très importante. Et pour terminer sur les autres catégories, aujourd'hui, ça reste discret, mais ça existe. Il y a un hommage aux disparus, avec par exemple le drapeau noir et blanc apposé au fronton de certaines mairies. Et il y a, par rapport aux réfugiés, en fait, euh, notamment des formes de commémoration qui ont lieu. Je pense aux réfugiés de Mariupol, qui commémorent, c'était récent, hein, le 16 mars, en hommage donc au bombardement du théâtre dramatique de Mariupol hein, en 2022. Et là, on peut avoir des performances qui sont organisées par les réfugiés, mais aussi beaucoup de mémorialisation sur les réseaux sociaux. Et ce, j'allais dire, quels que soient les événements.
Merci beaucoup et toutes nos excuses au public d'avoir d'avoir dépassé un petit peu le temps collectif, mais je pense que ça en valait vraiment la peine parce qu'on a beaucoup d'éléments très riches qui sont là. Donc je vous invite à écrire votre question dans la petite section questions et réponses que vous avez. C'est un truc avec un point d'interrogation. Donc cliquez dessus et posez votre question par écrit. Nous en avons déjà en fait, nous avons déjà avec quelques questions. Alors, une première qui est pour Denis, où en fait, on te demande d'expliquer comment expliquer cette dichotomie entre politique macro et politique micro que tu avais évoquée. Oui, bon, d'un côté, d'un côté, la réponse peut être très simple. Bah, justement, il y a des configurations qui sont différentes configurations du pouvoir à de divers niveaux. Tout comme en France, on a des notables, je sais pas moi, à Marseille, qui ne sont pas guidés par de mêmes motivations que le président de la République, par exemple. Mais en fait, on peut penser à une réponse plus sophistiquée qui consiste à observer les dynamiques de la concentration du pouvoir au niveau central, euh, qui dédouane un peu le président qui, qui le rend moins, disons, responsable politiquement, moins obligé à suivre des rites de redistribution et d'être moins soi-disant populiste, quoi. Tandis que au niveau plus local, cette concentration n'est pas vraiment présente. Bon, il y a un peu la concurrence entre les administrations militaro-civiles et les maires, mais c'est une autre question. Mais tant qu'il s'agit d'un maire, la mairie est forcée quand même de jouer le jeu politique dans le sens large du terme, c'est-à-dire jouer à la redistribution, à l'autojustification, s'insérer dans les enjeux également de mémorialisation, etc. Donc moi, je dirais que c'est ça l'explication plus intéressante. Merci beaucoup. Alors voilà, beaucoup de questions arrivent en même temps. Là, on a voilà. Peut-être une question qui a été posée à Yulia. Euh, Savez-vous si le système public se concentre sur la réhabilitation physique ou également psychologique, et ce système public est-il ouvert, rend-il possible la collaboration avec les ONG? C'est des choses que tu avais évoquées, mais peut-être préciser le cadre. Merci pour cette question. Oui, l'État prend en charge aussi la réadaptation psychologique et en fait, elle est inséparable de la réadaptation physique. Il y a différentes étapes précisément de ce parcours du patient et qui passe par les étapes de la réadaptation. Les psychologues sont présents et font partie de ce qu'on appelle les équipes multidisciplinaires qui réunissent à la fois voilà, les spécialistes des deux formes de réadaptation, mais aussi une assistante sociale. La grande difficulté là-dedans, c'est plutôt du côté je dirais du côté des patients et de la perception en fait de ce que c'est exprimer à la fois sa vulnérabilité psychologique, la rendre publique et demander de l'aide, avec plusieurs facteurs en fait qui freinent précisément cette coopération des patients et cette volonté de parler des difficultés, puisqu'on est dans une société très marquée aussi par ce souvenir de la psychiatrie. Répressive soviétique et donc cette perception continue à persister. On est dans une société aussi patriarcale en fait avec une répartition genrée des rôles et donc un homme se doit d'être fort, il ne doit pas avouer ses vulnérabilités. Je le vois notamment dans mes entretiens à quel point c'est difficile précisément et que les vulnérabilités notamment psychologiques et toutes les difficultés liées à la réadaptation s'évaporent en fait et donc beaucoup de combattants refusent tout simplement d'aller voir un psychologue, en disant je suis pas malade, j'ai pas besoin de difficultés, j'ai pas de difficultés, et donc j'ai pas besoin de ce type de prise en charge. Et aussi peut-être l'organisation de cette prise en charge, puisque ce qu'on voit, notamment quand on travaille avec des combattants, c'est l'importance de cette expérience combattante et de l'identité qui se construit. Et donc toutes les formes de soins, d'assistance et d'aide, quand ils viennent de pairs, c'est celles-ci qui sont particulièrement appréciées. Or, on a assez peu de pairs finalement formés en fait.
dans cette assistance psychologique de qualité. Mais pour ce qui est des ONG, en fait, je dirais que les différents, à la fois les différents hôpitaux publics, et notamment des centres aussi de réadaptation psychologique, sont extrêmement ouverts à des formes de coopération. Elles ne vont pas nécessairement se faire au niveau des ministères, et je dirais qu'il faut au contraire aller précisément vers les établissements pour essayer d'identifier avec eux des besoins et des coopérations possibles. Elles existent à l'échelle ukrainienne, puisqu'on a vu des initiatives portées par la société civile qui ont été institutionnalisées et intégrées aujourd'hui dans le système de soins donc des forces armées ukrainiennes. Et on le voit aussi, des formes de coopération entre l'international et le national, et donc des ONG internationales qui participent également donc à cette prise en charge psychologique en Ukraine. Merci beaucoup, Julia. Alors, si vous me permettez, chers participants et organisateurs, je me permettrai de prendre 10 minutes de plus pour nos questions-réponses, parce que je pense que ça, voilà, ça en vaut vraiment la peine. Alors, il y a plusieurs questions, en fait. Pardon, je vais minimiser mon écran. Oui. Il y a plusieurs questions qui portent sur la dimension internationale, justement. Julia, tu viens d'évoquer les ONG internationales. Mais en fait, la place des acteurs internationaux aujourd'hui, à la fois dans les questions de prise en charge effectivement des questions sociales, dans la question de la prise en charge de l'après-guerre ou de l'anticipation de la prise en charge de l'après-guerre. Quelle est la place des acteurs internationaux sur vos différents terrains? Alors, Anastasia, je pense que c'est évidemment pour toi, ça me paraît central, mais peut-être que tu nous expliques un peu brièvement, parce que c'est un sujet complexe, la coopération, les formes de collaboration qu'il y a aujourd'hui entre les acteurs nationaux, étatiques, les acteurs internationaux et les acteurs non étatiques des deux côtés. Alors oui, donc sur la place donc des acteurs internationaux en Ukraine aujourd'hui, bon, disons que typiquement un acteur comme l'Union européenne était déjà présent sur des accords de coopération, notamment économique et de soutien depuis 2014. Ce qu'on peut voir, c'est que il y a donc euh, on va dire depuis, contrairement à avant 2022, depuis l'octroi à l'Ukraine en juin 2022 du statut de pays candidat à l'Union européenne, l'accompagnement, notamment par la délégation de l'Union européenne en Ukraine, s'est renforcé au sens où l'agenda de réforme qui a été mis en place depuis 2022 est aussi très imprégné en fait des directives pour les réformes étatiques, donc selon les 36 domaines qui sont étudiés par la Commission. Donc je dirais qu'en fait aujourd'hui on est sur un niveau de coopération institutionnelle sur certains domaines, mais aussi de monitoring de l'application de ces réformes qui ont été votées en masse, puisqu'en fait, même si on va dire les institutions sont mises à fonctionner de manière assez exceptionnelle dans le cadre de l'invasion à grande échelle, il faut quand même voilà, rappeler les conditions dans lesquelles la capitale vit, a vécu tout l'hiver. N'empêche que l'activité législative du Parlement a été quasiment doublée depuis le début de l'invasion, signe que les acteurs politiques travaillent, en fait, ont aussi beaucoup investi. Donc cette question liée à l'intégration UE. Donc, pour revenir sur ces questions de conditionnalité et donc de réappropriation donc de ces conditionnalités par les acteurs internes. En fait, il faut savoir que donc, de manière générale, depuis 2014, par l'institutionnalisation de la société civile a une place auprès des acteurs publics et notamment sont réautorisés à siéger dans les commissions parlementaires depuis la fin de l'année dernière, donc depuis septembre 2025 et donc sont aussi complètement associés en fait, à l'architecture,
à la formation de l'architecture et des réformes institutionnelles. Si on prend l'exemple donc de l'ARMA, de l'agence qui gère les biens confisqués et gérés dans les affaires de corruption, la première réforme n'était pas passée pour des critiques justement qui avaient été émises par la société civile. Et en 2025, la nouvelle réforme est passée. Donc, en fait, aujourd'hui, on est effectivement sur un schéma de coopération entre donc, les acteurs internationaux, les acteurs étatiques nationaux et les acteurs non étatiques dans ce domaine-là. Merci beaucoup. Une question pour Alexandra sur les pratiques de commémoration par le bas. Y a-t-il une forme de concurrence entre combattants d'un côté et civils de l'autre? Alors, moi, je vois pas de concurrence particulière sur la commémoration. Par contre, je pense qu'il y a une forme, par exemple, de commémoration que j'ai pas observée et qui serait intéressante à observer. C'est celle qui se passe justement sur le front, en fait, par les combattants eux-mêmes. Puisque moi, en fait, j'ai plutôt travaillé sur les commémorations, j'allais dire, dans l'espace public. Donc ça, ce serait quelque chose à voir, hein. C'est comment les combattants, voilà, sur le front, rendent hommage à leurs frères d'armes. J'ai plutôt observé des formes de collaboration, j'allais dire, entre civils et vétérans, c'est-à-dire des organisations de vétérans et des associations de mères et femmes de soldats qui vont travailler ensemble pour notamment l'élaboration, la construction d'un mémorial. Euh, Ce que j'observe aussi, enfin, ce qui serait intéressant peut-être d'observer, c'est la question des funérailles. En fait, alors, et la place prise hein, par la brigade dans les funérailles, en fait. Puisque parfois, j'ai des familles qui m'ont dit, ah bah, tout était pris en charge par la brigade, on s'est occupé de rien, etc. Donc, voilà, il y a une forme de conformité à ce que voulait la brigade. Dans d'autres cas, c'est beaucoup moins le cas. La brigade est beaucoup plus absente. Par contre, depuis 2019, il y a une cérémonie militaire lors des funérailles qui est relativement ritualisée et institutionnalisée. Et dernier point, moi je me suis intéressée surtout aussi au changement des liens sociaux et amicaux en fait, des proches de soldats donc morts au combat. Et là, justement, il y a des différences entre des familles qui restent en fait, des proches qui restent proches finalement des frères d'armes et des brigades, ou au contraire, voilà, d'autres qui ne sont pas du tout proches du corps combattant dont faisaient partie ces soldats morts. Donc voilà, mais pas spécifiquement de concurrence. Par contre, le lien, je pense, est à travailler. Merci beaucoup. Je pense qu'on a la possibilité de prendre encore deux questions. Donc, et malheureusement, voilà, je ne pourrai pas répondre enfin, on ne pourra pas, je ne pourrai pas poser toutes et on ne pourra pas répondre à toutes. Une question qui s'adressait à tout le monde, donc n'hésitez pas non plus à ajouter des choses, mais je pensais la poser à Julia en premier lieu sur la question de ce que la guerre fait au rapport de genre, dans la mesure où c'est une question que tu as travaillé dans ton enquête précédente. Voilà. Oui, n'hésitez pas à compléter parce que je pense que sur les différents terrains, cette question émerge en fait du genre dans la guerre. Ce qu'on voit, c'est deux dynamiques en fait propres aussi à d'autres conflits armés, à la fois une dynamique de retraditionnalisation euh, mais aussi une dynamique d'émancipation. Et les deux, voilà, enfin, les deux se développent en parallèle sans qu'on sache finalement dans quel état la société ukrainienne sera le jour où la guerre s'arrêtera. Et quand je parle de dynamique de retraditionnalisation, c'est qu'on voit précisément dans les fonctions de soins la charge qui s'accroît sur les femmes dans toutes ces fonctions de soins, d'assistance, d'accompagnement qu'il s'agisse des enfants, donc des maris qui sont mobilisés au front, des parents qui sont restés en Ukraine et dont il faut prendre soin. Euh,
Et à cet égard, la charge est lourde, d'où l'importance précisément, je veux le rappeler encore une fois, du soin étatique et donc des formes effectivement de l'État social présent, que ça soit financé par par l'État ukrainien ou encore, et la place des acteurs internationaux est grande là-dedans, précisément dans le financement en fait de ces politiques de soins très, très coûteuses en contexte de guerre. Et quand je parle d'émancipation, elle passe bien évidemment voilà, par toutes ces formes d'engagement, à la fois dans le soin, et je l'ai analysé comme ça en fait, tout en étant retraditionnalisant, il est émancipateur au sens où il permet d'expérimenter et d'exprimer au quotidien ces pratiques de citoyenneté et en fait projette dans la nation, mais émancipateur aussi du fait de l'engagement combattant et donc des possibilités aussi que la guerre ouvre aux femmes d'occuper un certain nombre de fonctions. Et dans les inégalités de genre aussi, il faut pas, enfin, ça a été mentionné également, ce que cette guerre génère, c'est cette séparation précisément entre les deux sexes. La guerre est ouverte aux hommes, en fait, elle est obligatoire pour les hommes. La guerre est ouverte certes aux femmes, mais elle est plutôt volontaire et elle repose pas sur les mêmes mécanismes de mobilisation, que c'est le cas dans les hommes, pour les hommes, pardon. Et peut-être juste pour apporter un tout petit Bien sûr. complément, c'est vrai que quand on parle de questions de genre, on a tendance à parler des femmes un peu, voilà, en premier lieu, mais en réalité, vous avez énormément de dynamiques qui sont visibles sur la masculinité dans Bien cette sûr. guerre. Et cette dynamique Mhm. de Mhm. traditionnalisation que tu mets en évidence, elle est tout particulièrement visible pour les hommes, plus encore que pour les femmes, me Mhm. semble-t-il, puisque Ouais. l'homme, en fait, par la législation elle-même, devient cantonné, en fait, à une fonction Mhm. voilà, viril Bien sûr. Ouais. de prise d'armes, de défense de la patrie, dont il n'a pas la liberté de s'extraire, alors même que la femme a toujours à sa disposition une Mhm. pluralité de modèles d'engagement dans la société. Donc c'est aussi, voilà, la masculinité est ici très Ouais. intéressante Ouais. Mhm. à aborder. Alors, et peut-être, sauf si vous avez des choses à ajouter sur les questions de genre, une dernière... peut-être, Denis, la dernière question est pour toi, et donc en fait, tu peux combiner les deux, entendu, parce que je trouve qu'elle est, elle est très intéressante. C'est sur cette évolution je dirais, des métiers ouvriers avec la guerre ou de la classe ouvrière dans la guerre, via l'apparition en fait de cette nouvelle classe ouvrière composée de personnes engagées dans dans la fabrication de munitions, de drones, dans toute cette nouvelle économie militaire où il y a une plus grande dispersion voilà, qu'est-ce que ça nous dit en fait aussi alors ça nous dit des choses sur la contribution citoyenne à la guerre, mais ça nous dit aussi des choses sur sur la constitution d'une nouvelle classe sociale. Et tu peux bien évidemment aussi ajouter des éléments sur la question précédente. Ah oui, les deux collent très bien parce que justement la guerre dans le monde ouvrier, comme partout peut-être, elle est déjà genrée et elle est géographiquement ancrée. Donc c'est les deux points que je pourrais évoquer parce que déjà quant au genre, il y a cette histoire très classique connue depuis la Première Guerre mondiale où l'industrie est en concurrence avec l'armée pour la main-d'œuvre et donc les femmes sont très sollicitées dans les professions masculinisées comme bah, dans les mines, dans les carrières, en tant que conductrice de train, etc., etc. Donc il y a cette histoire dont la fin on ne connaît encore pas. Et deuxièmement, il y a en effet tout un tas de nouvelles fabriques, nouvelles usines de drones et de tout cela qui n'est pourtant pas ne coïncide socialement et socio-spatialement pas avec la géographie sociale de l'industrie traditionnelle en Ukraine. C'est-à-dire que si normalement les régions industrialisées c'est le sud et l'est où personne ne va construire une nouvelle usine évidemment aujourd'hui cette nouvelle industrie, c'est plutôt le fait des régions occidentales. Donc là-bas, il y a tout un tas de transformations sociétales liées à l'émergence de ces usines-là, la nouvelle classe ouvrière sans doute, avec, j'en suis sûr, un nouveau régime de domination au sein de l'usine, mais la classe ouvrière soi-disant traditionnelle, post-soviétique, etc., reste, bah, n'est pas vraiment touchée
par tous ces processus. Donc, il y a la divergence dont on va parler dans ce contexte. Merci beaucoup. Bah écoutez, je pense que voilà, c'est avec une grande frustration de ne pas avoir couvert autant de sujets qu'on le souhaitait et ne pas avoir répondu à toutes les questions qu'on va conclure ce webinaire. Je pense que nous avons ébauché un certain nombre de questionnements qui ont lieu effectivement aux inégalités sociales, qui ont lieu à la place respective de l'État et des acteurs privés dans les questions et sociales que nous avons abordées, la question de l'impact de l'international, de la dynamique et de la perception de cette dynamique. J'espère que nous pourrons bientôt en fait vous proposer d'autres événements qui exploreront et creuseront ces sujets. Euh, Tout d'abord, un énorme merci à nos quatre panélistes. Je pense que vous devez vous précipiter pour lire leurs travaux, évidemment. Merci beaucoup également à tous ceux qui sont là à nous écouter et à nous regarder. Je me permets de redonner les coordonnées, enfin, voilà, c'est pas des coordonnées de l'observatoire, mais des lieux où l'observatoire peut être rejoint et trouvé. Il peut être rejoint par mail à observatoireukraine@gmail.com. Et nous avons un site internet sur lequel il y a aussi moyen où vous aurez des informations sur l'avancement des travaux, dont l'adresse est observatoireukraine.fr. FR. FR, voilà. Ce webinaire sera retransmis en replay, donc vous pourrez également le partager. Euh, Merci à toutes et à tous et très bonne fin de journée.